Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous, heureux de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington, au menu de votre journal ce soir. L'ONU réclame au gouvernement de Bamako d'autoriser un accès impératif à la localité de Moura. L'armée malienne est accusée d'un massacre, ce que démentent les militaires qui affirment avoir plutôt neutralisé de nombreux djihadistes lors d'une opération d'envergure. Dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle ce dimanche en France. Les candidats, dont le chef de l'État sortant Emmanuel Macron, mettent les bouchées doubles. Hormis la guerre en Ukraine et le pouvoir d'achat, la politique migratoire demeure un thème incontournable. Réaction tout à l'heure des membres de la diaspora africaine à Paris. Et un peu plus tard, rencontre avec l'équipe ivoirienne de Cécifoot. Le Cécifoot, un nouveau souffle pour les footballeurs malvoyants. Les joueurs de la Côte d'Ivoire rêvent de devenir la première équipe d'Afrique subsaharienne à prendre part aux Jeux paralympiques de 2024. Les derniers événements de Moura au Mali continuent d'occuper la une de l'actualité. L'émissaire de l'ONU, El Gassimouane, a réclamé aujourd'hui au gouvernement malien d'autoriser ce qu'il appelle un accès impératif à la localité où des témoignages font état de l'exécution d'habitants par des militaires maliens et des combattants étrangers. L'armée malienne rejette ces accusations. Elle a de nouveau déclaré aujourd'hui avoir mené une opération de grande envergure à Moura le mois dernier en tuant un grand nombre de terroristes et en capturant d'autres. De Bamako, le compte-rendu de Mokhtar Bari. Face aux condamnations de ce que certains qualifient de massacre, les forces armées maliennes bottent en touche et parlent d'une opération militaire, la plus réussie selon son porte-parole, visant à neutraliser des chefs terroristes. Le colonel Souleymane Dambélé affirme que cette opération a été menée sur la base d'informations précises des services de renseignement. Nous n'allons pas faillir à notre mission de protection des personnes et des biens, de sécurisation des personnes et des biens, mais de sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Auparavant, on disait que le Mali était le ventre mou de la lutte antiterroriste. Aujourd'hui que nous avons pris en main notre destin, nous nous sommes engagés à mener cette lutte seule, sans apport d'une force quelconque. On se donne le temps, en ces périodes précieuses, de porter le discrédit sur ces forces. Je vous dis, faisons attention. Les forces armées maliennes mènent en ce moment plus d'une dizaine d'opérations, dont les plus connues sont Maliko et Kélétigui. Le colonel Dambélé fustige les traitements médiatiques réservés aux événements de Moura et invite les journalistes et organisations à mener des investigations avant de jeter l'opprobre sur les femmes. Il y a des points de rassemblement qui ont été mis en place et les civils ont été conduits à ce niveau. Donc on ne peut pas comprendre que des organisations internationales, pour des causes inavouées, pour des buts inavoués, s'adonnent à jeter l'opprobre sur les forces armées maliennes. L'ONG Human Rights ainsi que des sources engagées affirment que du 27 au 1er avril, entre 200 et 400 civils ont été tués par les forces armées maliennes. C'est du faux. C'est des allégations sans fondement. Le bilan donné par le porte-parole de l'armée est de 147 terroristes tués le 27 mars aux alentours de Moura, 37 autres le 28 mars à l'intérieur de Moura, dont 23 interpellations. Le 29 mars, 21 terroristes sont neutralisés et 28 interpellations. Des experts demandent une enquête indépendante et l'ONU réclame un accès impératif à la localité de Moura. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako. Au Burkina Faso, l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré a regagné son domicile à Ouagadougou, mais ses partisans ignorent s'il est libre de ses mouvements. Il avait été placé en résidence surveillée après le coup d'État mené en janvier dernier par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba.
aujourd'hui chef de l'État. Le gouvernement indique que la sécurité de Roch Kaboré est garantie. Ce matin, quelques militaires entouraient sa résidence où des badauds tentaient d'apercevoir l'ex-président. Toujours au Burkina, une religieuse américaine de 83 ans a été enlevée en début de semaine par des hommes armés dans le nord du pays, région en proie aux attaques djihadistes. D'après l'évêque de Kaya, les ravisseurs l'ont bâillonnée puis ligotée. Monseigneur Théophile Naré ajoute que 5 personnes, dont 3 religieuses, se trouvaient dans la paroisse de Yalgo, mais seule Suelen Tennyson a été kidnappée. L'enlèvement n'a pour l'heure pas été revendiqué. Le Rwanda commémore en ce jeudi 7 avril le 28e anniversaire du génocide de 1994. Le traumatisme est encore loin d'être effacé en dépit de tous les progrès accomplis en près de 30 ans par ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs. De Kigali, le compte-rendu de Jean Damascène Maneshimwe. Au site mémorial de Kigali, le président rwandais Paul Kagame allume le flambeau au lancement d'une semaine nationale marquant une série d'activités de commémoration du génocide contre les Tutsis. Au Rwanda, un tel flambeau symbolise l'espoir d'un avenir radieux. Mais alors pourquoi faut-il commémorer? Le ministre en charge de l'unité nationale l'explique. Commémorer, c'est repenser l'histoire en nous félicitant du progrès réalisé par le Rwanda et de la dignité de tout Rwandais, source d'une fierté pour la politique d'unité qui a édifié le Rwanda dans ses 28 ans. Nous sommes dans une bonne direction en œuvrant ensemble. S'exprimant pour l'occasion, le président rwandais Paul Kagame a indiqué qu'après le génocide, les forces dirigées par lui-même à l'époque ont choisi la voie de la réconciliation et non de la vengeance, comme le voudrait la justice humaine. Le président rwandais a par ailleurs condamné certaines puissances étrangères qui accusent selon lui son pays d'être non démocratique, précisant que ces dernières n'ont aucune leçon à donner puisqu'elles portent une responsabilité dans l'histoire du génocide contre les Tutsis. It's a moment not lacking freedom to speak, as some people. C'est un moment où les gens manquent à dire, non par l'absence de droit à l'expression, comme certains voudraient nous qualifier comme un pays sans droit d'expression. C'est absurde. Ça n'a pas de sens. As a country that we have no freedom to speak. Et pendant une semaine, les drapeaux seront en berne partout au Rwanda, mais les activités commémoratives se poursuivront à travers le pays pendant 100 jours, qui correspondent à la durée du génocide contre les Tutsis en 1994. Contrairement aux habitudes, le lancement des commémorations du génocide contre les Tutsis n'a pas donné lieu à un grand rassemblement suite aux mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 en cours au Rwanda. Jean Damascène Maneshimwe de Kigali pour VOA Afrique. Dans l'actualité également, au Soudan, un tribunal a acquitté des figures de l'Ancien Régime accusées d'avoir comploté contre la transition entamée après la chute d'Omar el-Béchir en 2019. Selon leur avocat, la Cour a ordonné la libération des 13 individus acquittés. Le pays continue de s'enfoncer dans la crise. Les Soudanais ont de nouveau manifesté hier contre le coup d'État du 25 octobre dernier, conduit par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan. À Khartoum, un jeune protestataire a été tué par balle. La répression a fait à ce jour près d'une centaine de morts. Le chef de l'État sud-africain s'en est pris au Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Cyril Ramaphosa le juge dépassé et pas assez représentatif des pays émergents. Il a été critiqué pour son refus de condamner fermement l'invasion russe de l'Ukraine. Pretoria dit maintenir une position neutre et plaide pour des pourparlers. Pour le président Ramaphosa, le conflit a mis en lumière l'incapacité du Conseil de sécurité de remplir son mandat de maintien de la paix et de la sécurité au niveau international. Cyril Ramaphosa, qui s'exprimait devant les diplomates de son pays réunis à Pretoria, est d'avis que le Conseil onusien a jusqu'ici surtout été instrumentalisé par des nations puissantes pour prendre des décisions
catastrophique. Je suis Gilbert Tamba à Abuja pour VOA Afrique. Justement, à propos de la guerre en Ukraine, l'ONU a suspendu la Russie du Conseil des droits de l'homme aujourd'hui. Pendant ce temps, Kiev dit avoir besoin des armes des pays de l'OTAN dès maintenant pour repousser l'offensive de Moscou, ou ce sera trop tard. Ce sont les mots du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, lors d'une réunion de l'Alliance Atlantique à Bruxelles aujourd'hui. Les détails avec Henry Ridgwell à Londres, le récit et de Nathalie Barge. La Maison-Blanche a cité ces atrocités alors qu'elle annonçait de nouvelles sanctions en coordination avec le G7 et ses alliés européens contre les principales entreprises publiques russes et les banques Sberbank et Alfa Bank. La Russie ne pourra pas rembourser sa dette avec des fonds soumis à la juridiction américaine. Les sanctions visent également les 2 filles du président Vladimir Poutine et les membres de la famille d'autres responsables russes, dont le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. En un an seulement, nos sanctions sont susceptibles d'anéantir les 15 dernières années de gains économiques de la Russie. Et comme nous l'avons empêché d'importer des technologies telles que les semi-conducteurs, la sécurité du cryptage et les composants de la technologie quantique dont ils ont besoin pour être compétitifs au XXIe siècle, nous allons étouffer la capacité de croissance de l'économie russe pour les années à venir. La Grande-Bretagne a également approuvé une nouvelle série de sanctions. Il s'agit d'interdire les navires russes de nos ports, de sévir contre davantage de banques russes, de s'attaquer aux industries qui remplissent le trésor de guerre de Poutine, comme l'or. L'Union européenne vise le secteur énergétique russe. Le nouveau paquet de sanctions comprend une interdiction des importations de charbon. Et, mesdames et messieurs, je pense que des mesures sur le pétrole et même le gaz seront également nécessaires, tôt ou tard. L'Union européenne a révélé avoir versé 38 milliards de dollars de paiements énergétiques à la Russie depuis le début de la guerre, contre un peu plus d'1 milliard de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. La question est seulement de savoir à quelle vitesse cela se produira et si ce sera suffisamment rapide pour aider l'Ukraine à améliorer sa position de négociation et de combat face à Moscou. Washington a annoncé cette semaine une aide militaire supplémentaire de 100 millions de dollars à l'Ukraine, y compris des missiles anti-chars. Nous avons décidé de faire 3 choses si la Russie décidait de poursuivre cette horrible agression contre l'Ukraine. La première était de soutenir nos partenaires ukrainiens, nous le faisons. La deuxième était d'exercer une pression extraordinaire sur la Russie, nous le faisons. La troisième était de nous assurer que nous renforcions les défenses de notre propre alliance, l'OTAN, et nous le faisons. Pour sa part, la République tchèque envoie des chars et des véhicules d'infanterie de l'ère soviétique en Ukraine. Les nouvelles sanctions occidentales interviennent alors que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sont en réunion à Bruxelles. En France, les 12 candidats à l'élection présidentielle bouclent leur campagne aujourd'hui. Avant le premier tour ce dimanche, l'écart s'est resserré entre les 2 favoris, le chef de l'État sortant, Emmanuel Macron, et son adversaire d'extrême droite, Marine Le Pen. L'immigration est revenue sur le tapis, un thème suivi de près par la diaspora africaine, comme nous allons le voir dans le reportage de notre correspondante à Paris, Elam Lecoeur. Cathy est une convaincue. La société civile a son rôle à jouer pour faire bouger les lignes, notamment face à certains candidats stigmatisant en permanence les immigrés en France. Cette entrepreneuse débat régulièrement de cette présidentielle avec son entourage. C'est clair que le 10 avril, je vais aller voter. Je peux entendre que des gens soient complètement désintéressés. Mais après, c'est un autre débat. Est-ce qu'ils sont désintéressés parce que justement, ils ne se reconnaissent pas en tant que Français? Donc là, c'est un autre débat. Comme Cathy, Cédric, Sandra ou encore Biftou comptent bien peser lors de cette élection, même s'ils ne se retrouvent pas totalement dans les programmes des candidats. Je pense qu'il y a quand même
mauvaise relais de l'information vis-à-vis de l'immigration. Par exemple, pour Zemmour, il y a eu des chiffres qui ont été cités par lui qui sont tout à fait inexacts par rapport en fait à l'immigration en France. Je n'ai pas l'impression d'être face à des candidats présidentiels, j'ai juste l'impression d'être face à des acteurs. Voilà. C'est pas que c'est fade, c'est faux, surjoué, voilà. Et c'est ça qui me pose un petit problème. Tout le monde se pique un peu les idées, tout le monde se rejoint. Des thèmes comme la sécurité, etc. Enfin, j'ai l'impression que j'entends le même discours un peu partout. Pareil pour la politique internationale. Des Africains qui veulent aussi être acteurs de la vie politique française. Certains ont même décidé de tenter leur chance pour la magistrature suprême. C'est le cas par exemple de Stéphane Totui, qui n'a pas pu réunir tous les parrainages nécessaires pour la présidentielle 2022. Cet élu municipal d'origine ivoirienne compte désormais lancer son parti Tous France. Vraiment, je trouve que la démocratie en France meurt. Donc nous ne pouvons pas être des donneurs de leçons en démocratie. Nous sommes là plutôt, on doit réapprendre à faire la démocratie. À faire comprendre aux gens que la démocratie qu'on enseigne dans les écoles et qu'on veut inculquer à l'Afrique, au reste du monde, n'a plus de valeur en France. Comme Stéphane Totui, des dizaines d'autres candidats atypiques n'ont pas pu obtenir leur ticket pour la présidentielle, faute de partis politiques, de gros moyens financiers et étant peu connus du grand public. Des femmes et des hommes qui dénoncent le peu d'intérêt des médias qui leur donnent rarement l'occasion de faire entendre leurs idées. Elam Lecoeur pour VOA Afrique, Paris. Et cette grosse nouvelle tombée tout à l'heure, la juge africaine-américaine Ketanji Brown Jackson, finalement confirmée pour siéger au sein de la Cour suprême des États-Unis. Le Sénat a voté cet après-midi 53 voix pour, 47 contre. Tous les élus du Parti démocrate et 3 sénateurs républicains ont ainsi donné leur feu vert à la candidate. Ketanji Brown Jackson devient donc la première femme de la communauté africaine-américaine à faire partie de la Cour suprême du pays. La juge de 51 ans a été choisie en février dernier par le président Joe Biden, qui avait promis pendant sa campagne de nommer pour la première fois de l'histoire une africaine-américaine au sein du temple du droit américain. Elle va remplacer dans 2 mois le juge Stephen Breyer, 83 ans, qui prendra sa retraite à la fin de juin prochain. Nous allons y revenir certainement. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Eh bien, vous le voyez déjà sur le plateau, comme tous les jeudis, nous consacrons une partie de ce journal à des sujets santé. Nous accueillons Mohamedou Oumfa dans ce studio pour sa chronique hebdomadaire. Bonsoir Mohamedou. Salut Jacques. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Très bien, merci. La santé avant tout. Tout à fait. Aujourd'hui, Mohamedou, on parle de la Journée mondiale de la santé. Tout à fait, Jacques. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la santé. Une journée célébrée chaque année, le 7 avril, depuis 1950, sur une question d'actualité considérée comme prioritaire par l'OMS. Cette journée est aussi l'occasion de lancer des programmes de sensibilisation à long terme, s'étendant bien sûr au-delà du 7 avril. Cette année, dans le cadre de la campagne Notre
Notre planète, notre santé, l'OMS invite les gouvernements et le public à partager des exemples de mesures qu'ils prennent pour protéger la planète et leur santé. En pleine pandémie de Covid-19, sur une planète polluée et face à l'augmentation des pathologies telles que le cancer, l'asthme, les cardiopathies, l'OMS attire l'attention de la communauté internationale sur les mesures à prendre d'urgence pour préserver la santé des êtres humains et de la planète. L'OMS nous invite, Jacques et tout le monde, à repenser un monde où chacun a un accès à un air pur, à de l'eau, à la nourriture, un monde dans lequel les économies privilégient la santé et le bien-être. Une journée mondiale, Mohamedou, qui met donc en évidence le lien entre notre environnement et notre santé. Dans quelle mesure faut-il s'en préoccuper ? Il faut vraiment s'en préoccuper, Jacques, car pour de nombreux experts, la crise climatique constitue la plus grande menace sanitaire à laquelle l'humanité est confrontée. Selon l'OMS, de nombreux décès sont imputables à des causes environnementales évitables. Dans un monde en proie au réchauffement, les moustiques propagent les maladies plus loin et plus vite que jamais. Les phénomènes météorologiques extrêmes, la dégradation des terres et la pénurie d'eau entraînent des déplacements de population et ont des répercussions sur leur santé. Alors la pollution et les plastiques se retrouvent au fond des océans les plus profonds, dans les montagnes les plus hautes et se sont introduits dans notre chaîne alimentaire. Il y a aussi dans la pollution de l'air un autre grand problème de santé publique, comme l'explique Maria Nera. Elle est la directrice du département environnement, changement climatique et santé de l'OMS. Une très grande proportion, presque 100% de la population mondiale respire encore un air qui dépasse les normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Nous savons que chaque année, plus de 7 millions de personnes meurent à cause de l'exposition à cet air pollué. Alors, à la suite, Jacques, de Maria Nera, j'ajoute que l'on pourrait penser que l'Afrique n'est pas vraiment concernée par cette crise climatique et sanitaire, ce qui n'est pas exact. L'OMS indique que les urgences sanitaires liées au climat sont en augmentation en Afrique, où les inondations fréquentes et les maladies hydriques aggravent les crises. Alors, en Afrique, les maladies diarrhéiques constituent la 3e cause de maladies et de décès des enfants de moins de 5 ans. Une proportion considérable de ces décès peut être évitée avec de l'eau potable sûre, une hygiène et un assainissement adéquat, note l'OMS. Donc, bien que le continent soit le moins touché par le réchauffement climatique, il en subit toutes les conséquences, a déclaré la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique dans un communiqué. En cette journée mondiale donc de la santé, pour rompre ces cycles de destruction de la planète et de la santé humaine, l'OMS invite les uns et les autres à agir sur le plan législatif, à réformer les entreprises et à soutenir et encourager les individus à faire les choix sains pour notre planète et donc pour notre santé. Parfait, Mohamedou. En fait, c'est une journée qu'il fallait en parler, certainement. Tout à fait. Ouais. Et évidemment, dans cette rubrique santé. Santé, voilà. Vous revenez jeudi prochain, Mohamedou. Pour une nouvelle chronique santé. Rendez-vous est pris. Merci. Restez un petit peu avec nous. Je vous emmène en Côte d'Ivoire, si vous voulez. On va parler de quoi? Je vous dis immédiatement. Voilà, en Côte d'Ivoire, pour braquer les projecteurs sur le cécifoot, discipline réservée aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Ce soir, nous faisons notamment connaissance avec Armel Assi Djedje, un jeune homme de 25 ans qui n'est pas un footballeur comme les autres. Il est aveugle, il a perdu la vue après un accident pendant un match, mais cela ne l'empêche pas de jouer au ballon. Il fait désormais partie de l'équipe nationale ivoirienne de cécifoot. Jenny Kapumbouvila nous en dit davantage. Voyez, à gauche. Assi Djedje et ses coéquipiers s'entraînent avec ferveur, un but à l'esprit, développer leur talent et représenter la Côte d'Ivoire aux Jeux paralympiques de 2024 à Paris, ce qui ferait de cette sélection la première équipe d'Afrique subsaharienne à participer à cette compétition. Étant non-voyant, d'abord c'était difficile dans le début. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que ce que j'ai aimé dans le passé, je me suis retrouvé encore face à ça. Donc, j'ai seulement développé un autre sens et puis je me suis adapté. Pour ce jeune de 25 ans, le parcours a été plutôt difficile. Assi Djedje est aveugle, mais il voit grand. Bon, je rêve d'avoir une carrière internationale, être comme les Messi, les Ronaldo, les Ramos, etc. Franchement.
Au Cécifoot, 2 équipes de 5 joueurs, dont un gardien voyant, s'affrontent pendant 2 périodes de 25 minutes sur un terrain de 42 mètres sur 22, les dimensions d'un terrain de handball. Leur entraîneur soutient son équipe au quotidien, alors que beaucoup d'autres avant lui n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. La voix du coach est le seul guide des joueurs avec le ballon équipé de grelots. C'est un challenge, c'est un défi vraiment à relever parce que pour ce qu'on a vu, il y a eu des personnes à qui on a voulu donner cette équipe-là. Quand elles se sont rendues compte que c'était des non-voyants, elles ont carrément désisté. Et moi, quand on me l'a donné, d'abord ce milieu, je l'ai aimé. Et je dis qu'il fallait relever ce défi-là, permettre à ces jeunes gens-là de montrer à la nation, aux jeunes de la nation, qu'ils avaient quelque chose à faire. Formée en 2015, l'équipe nationale ivoirienne de Cécifoot a déjà participé à 2 Coupes d'Afrique des Nations pour aveugles et malvoyants. La maman d'Assi Djedje est fière de ses progrès. Parce que je ne savais pas qu'aujourd'hui sa carrière devait être là comme ça. Il allait se séparer de loin et puis aller dans les autres pays, jusqu'à revenir à moi-même. D'autant plus que lui se déplace lui-même partout. Pour l'heure, aucun de ces joueurs n'est rémunéré, mais le ministère ivoirien des Sports a versé une subvention pour les disciplines spécialement pensées pour les non-voyants, comme le Cécifoot. Et pour clore ce journal, les enfants défavorisés du Pérou, privés de scolarité depuis le début de la pandémie de Covid-19, bénéficient de l'apprentissage du surf comme thérapie, ce qui permet de les aider non seulement à apprendre un nouveau sport, mais aussi à améliorer leur sociabilité et leur conscience environnementale. L'école de surf pour ces enfants de cette plage péruvienne a ouvert il y a 2 ans à l'initiative de Cayucha Castro Rodriguez, âgé de 28 ans. Il est venu vivre à Puemapé en tant qu'évadé de la ville lorsque le Pérou est entré dans une longue quarantaine en 2020 à cause du coronavirus. Il a rencontré un groupe d'enfants qui jouaient sur la plage et a eu l'idée de leur enseigner le sport du surf. Cayucha a demandé de l'aide à des amis surfeurs de Lima et a obtenu qu'ils lui donnent des planches de surf et des combinaisons pour son école qui compte désormais 9 enfants pratiquant ce sport avec d'autres volontaires. Il leur a également appris à nager car ils ne savaient pas nager alors qu'ils vivaient au bord de la mer. Il leur enseigne aussi la protection de l'environnement, si bien que les enfants ramassent désormais les bouteilles en plastique à recycler et les autres déchets laissés par les baigneurs. Et pour Luis Angel Nolasco, qui est un jeune surfeur, il dit « Il m'a appris à m'accrocher sous l'eau et à surfer jusqu'au fond, à ne pas avoir peur, à pagailler fort et à me relever. » Claudia Paula Nolasco, qui est une jeune surfeuse, elle dit « J'aime monter sur la planche, surfer, mais ce que j'aime le plus, c'est attraper une vague. J'ai surmonté ma peur d'attraper une vague. » Cayucha Castro Rodriguez, qui est le fondateur de l'organisation Puemapé Planète, ce sont des enfants d'ici avec peu d'opportunités et je leur ai appris de surf parce qu'ils ont l'océan devant leur maison, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont, les vagues incroyables et au-delà. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à mes collègues à la régie, dont Blanche Sanoué et Lionel Gaïma. Rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Merci, à demain. Mbote Ndeko Eli Sango, mbote na bino banso, bozali kolanda Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première de 17h à 17h30 temps universel et la deuxième de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours de lundi à vendredi sur nos ondes et celles de nos stations partenaires dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.